Le dentiste recule d'horreur. Ses instruments tombent au sol, alors que les jambes agitées du patient donnent des coups à la table, envoyant l'équipement voler. Il crie, hurlant de douleur alors que les choses dans sa bouche continuent à sortir. Ce ne sont pas des dents, elles sont trop fines, minces et pointues comme des aiguilles, mais elles pulsent et se tortillent comme des êtres vivants. Un autre coup de pied égaré atteint le dentiste, le repoussant sur les roues de son tabouret, qui glisse alors sous lui et le fait tomber aussi sur le sol. Il recule précipitamment, se cachant sous un bureau proche alors qu'il regarde, tremblant de la frisson glaciale de peur, les yeux fixés sur le patient et les choses qui rampent hors de sa bouche. Il y en a des dizaines, peut-être des centaines, de protubérances semblables à des aiguilles, qui semblent essayer de se frayer un chemin, comme si le visage de l'homme était déterminé à se déchirer en morceaux par une force de rancune implacable, si puissante qu'elle a fait surgir ses épines inhumaines pour faire le travail. L'une d'elles pousse contre le tissu mou de la joue du patient, éclatant de dessous, ponctué par un flot de rouge et un autre cri de douleur atroce. Dans son désespoir, le patient tâtonne avec sa plaie ouverte d'une main, tachant sa paume tout en essayant de manipuler le petit évier de rinçage à côté du fauteuil dentaire. Le minuscule jet d'eau ne fait guère pour apaiser la blessure, il ne fait que laver le goût de cuivre pendant une seconde, avant qu'une autre pointe ne fende la lèvre de l'homme. Sur le sol, recroquevillé sous le bureau, le dentiste ne peut pas bouger, ne peut rien faire, sauf garder son masque chirurgical fermement contre son visage avec des doigts tremblants. Le patient se penche en avant, hurlant de plus en plus fort, des larmes coulant sur son visage de moins en moins reconnaissable comme humain sous le nez. Pour la première fois de toute sa carrière, le dentiste a peur pour sa vie. Une procédure de routine, rien de plus. Le patient a signalé une douleur désagréable à la mâchoire. Maintenant, ce même homme ressemble plus à un monstre alors que les pointes vivantes continuent de sortir de ses gencives, s'accrochant à travers ses joues et ses lèvres, comme si elles essayèrent de sortir de son visage comme les pattes d'une araignée en colère. Puis vient le bruit d'un os qui craque, qui se fend en deux, suivi d'un sanglot creux de douleur de la part du patient. Le bruit fait tressaillir l'estomac du dentiste, comme s'il allait être malade à tout moment. Et alors que le patient rampe vers lui, cela ne fait qu'empirer. Le visage de l'homme est couvert de larmes et de sueur. Du sang et de la bave coulent de sa bouche. Les craquements et fractures de sa mâchoire s'intensifient, le faisant se tordre et hurler de douleur à chaque fois. Le patient se traîne vers le dentiste, terrifié, le bas de son visage défiguré par des os brisés et sa colonne vertébrale transperçant sa peau. Il fait un bruit brouillé, à moitié gémi, déformé par la douleur et sa mâchoire qui se brise. Cela ressemble presque à de lèvres. Le craquement suivant force la mâchoire à s'ouvrir. Les joues du patient se déchirent comme du papier mouillé sous la poussée des pointes en croissance. Il tombe sans vie sur le sol, tout à coup immobile et silencieux, alors qu'il hurlait de douleur et de peur quelques secondes auparavant. Le dentiste rampe avec appréhension hors de sous le bureau et regarde avec incrédulité la vue répugnante du corps de l'homme devant lui. Il bouge encore. Il continue de se tortiller hors de la moitié ensanglantée et brisée du visage que le patient a laissé. Quelles que soient ses excroissances, ses épines, elles sont vivantes. Quelques-unes sortent littéralement des joues de l'homme mort comme des insectes, rampant de manière erratique sur ses yeux vitreux, ouverts mais vides. Le dentiste entend le bruit étouffé de l'agitation à l'extérieur de la porte de son bureau, de l'arrivée de la police sur les lieux, sans doute après que son assistant a entendu les cris agonisants et a appelé les services d'urgence. Mais une partie du dentiste ne perçoit pas ces sons comme réels. Il l'ignore, trop fixé sur les choses qui sortent maintenant du patient mort sur le sol. Ils ressemblent à des cure-dents, minces et pointus de chaque côté, mais leur mouvement est rapide, certainement comme un insecte, mais aussi familier. Puis l'un d'eux décolle du visage sans vie du patient dans les airs, flottant autour du bureau, tapant contre la fenêtre. Des mouches. Ils sont comme des mouches. Une soudaine et perçante pointe de peur frappe le dentiste. Il ne peut laisser personne entrer par la porte, de peur que les mouches s'échappent. Son esprit vagabonde vers les autres dans la salle d'attente, les amis du patient et les touristes, se plaignant de douleur à la mâchoire. Ils transportaient plus de ces choses. Ils avaient contracté des parasites. Dans le flou qui suit, le dentiste se souvient que son premier réflexe avait été de contacter le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies,
pour les avertir qu'il y avait une infestation parasitaire potentiellement dangereuse dans la région. Puis, l'autre groupe arrive peu de temps après. Une division spécialisée et secrète. Ils ne donnent jamais de nom, ne montrent jamais de badge, ni même disent qui ils représentent. Mais ils parlent comme des experts. Et en quelques heures, pas même des jours, ils ont tout fait disparaître. Aucun des touristes ne rencontre le même sort que le patient qui est mort. Personne de la région ne se présente au cabinet du dentiste avec les mêmes symptômes ou des épines vivantes qui sortent de leurs gencives. Mais il ne peut toujours pas dormir. Le dentiste ne peut toujours pas sortir l'image du visage du patient de sa tête, surtout dans ses cauchemars. Les semaines passent, se transforment en mois, puis en années. La retraite anticipée et la fermeture du cabinet font peu pour arrêter les mauvais rêves. Et rien ne fournit de réponse aux questions persistantes. Quels étaient ces parasites épineux? D'où venaient-ils? Et qui étaient ces types louches qui avaient tout fait disparaître? Le dentiste est assis seul à une table, mangeant du poisson fraîchement cuit dans le coin d'un vieux restaurant où il a commencé à venir pour essayer d'oublier, profiter d'une nouvelle vie. C'est ce que tout le monde lui a dit qu'il devrait faire maintenant qu'il n'avait plus à regarder des bouches pleines de plaques et des cavités entièrement pourries. Puis quelque chose pique sa lèvre intérieure. Le dentiste se fige, le cœur douloureux. La sensation évoque instantanément le visage familier et effrayant du patient. Est-ce ainsi que cela commence? Sa langue tâte le petit objet tranchant dans sa bouche. Une petite arête de poisson est coincée entre ses dents du bas. Le dentiste pousse un soupir de soulagement, riant doucement en lui-même, sentant son pouls accéléré se calmer. Il bouge l'arête de poisson, essayant de la déloger, mais elle est coincée fermement. Alors, il tend la main vers un petit pot sur la table et prend un cure-dent. Parmi toutes les anomalies conservées en toute sécurité par la Fondation SCP, peu sont aussi viles et désagréables que SCP-611. Pour des raisons qui deviendront rapidement évidentes, le personnel de la Fondation a pris l'habitude de désigner les créatures sous le nom de SCP-611, comme les cure-dents parasites. Il s'agit d'une sous-espèce de Dermatobia hominis, également connue sous le nom de mouche à viande humaine. Les mouches à viande normale appartiennent à la famille d'insectes Ostridae qui pondent leurs œufs à l'intérieur des mammifères. Certaines larves d'Ostridae se développent dans la chair de leur hôte, d'autres dans leur intestin. Dermatobia hominis est la seule espèce de cette famille connue pour parasiter régulièrement les êtres humains. Ou plutôt, c'était jusqu'à la découverte de SCP-611. Alors que les autres mouches à toison sont très reconnaissablement des insectes, où SCP-611 diffère principalement, c'est dans son utilisation d'une forme unique de camouflage très spécifique pour implanter ses œufs dans les hôtes humains. Comme leur surnom familier l'indique, les instances de SCP-611 sembleront à l'œil non averti être de simples cure-dents en bois. Il n'est pas clair à quel moment de leur cycle de vie SCP-611 prend cette apparence. Cependant, une fois qu'il le fait, il volera à la recherche d'un approvisionnement en cure-dents. Après en avoir trouvé, il atterrira près ou même parmi d'autres cure-dents. À ce moment-là, l'instance SCP-611 perdra ses ailes, permettant à son apparence camouflée de devenir encore plus efficace. Après cela, la mouche entrera dans un état passif, se reposant dans un état dormant pendant un maximum de 40 jours. Si la présence d'une instance SCP-611 reste indétectée pendant toute cette durée, alors tous ces signes de vie cesseront et la mouche périra. Cependant, si quelqu'un ramasse et tente d'utiliser ce qu'il pense être un cure-dent, mais qui est en réalité une instance de SCP-611, alors la prochaine partie du cycle de vie du parasite commencera. L'espèce SCP-611 survit en pondant ses œufs à l'intérieur des gencives d'hôtes humains sans méfiance. Quelqu'un qui est entré en contact avec une instance de SCP-611 ne remarquera initialement aucun signe d'invasion, ni ne ressentira d'effets secondaires indésirables, du moins pas avant plusieurs jours. Entre 4 jours et une semaine complète après le contact, les œufs de SCP-611 qui ont été déposés dans la bouche d'une personne éclosent. Les larves nouvellement écloses vont ensuite se creuser dans la mâchoire de l'hôte, causant un inconfort sévère à quiconque a eu la malchance d'être implanté avec les œufs. La douleur causée par les larves de SCP-611 qui se creusent est aiguë, intense et continue, bien que compte tenu de l'emplacement oral où elles éclosent, cette sensation peut être faussement attribuée à un mal de dents, une carie ou une autre forme de douleur causée par un problème dentaire. Les larves creusent de plus en plus profondément dans la mâchoire, laissant des plaies internes ouvertes sur leur passage.
Ces blessures buccales peuvent être sujettes à de graves infections, étant donné le nombre énorme de germes dans la bouche humaine. Lorsque l'on ressent la douleur des nouvelles instances de SCP-611 se creusant dans la mâchoire, ce que ressent réellement l'hôte humain, c'est l'alimentation des larves. Une fois rassasiées, les larves démontrent une autre différence notable comparée aux autres espèces de mouches à viande. Elles entrent dans une phase de chrysalide, entre les stades immatures et matures de leur cycle de vie, similaire à celle observée lors de la transformation des chenilles en papillons. Cependant, dans le cas de SCP-611, le cure-dent parasitaire n'a pas besoin d'une coquille protectrice, une chrysalide, pendant sa phase de chrysalide. Il est protégé par le corps de son hôte humain. Alors qu'une larve mûrit en une mouche SCP-611 entièrement développée, son corps s'allongera et son exosquelette externe durcira. Cela continue jusqu'à ce que le corps de la mouche botanique anormale maintenant adulte soit long, mince et suffisamment tranchant pour percer la peau de l'être humain à l'intérieur duquel elle a grandi. C'est, selon tous les contes, extrêmement douloureux pour ceux qui ont le malheur d'être utilisés comme hôtes pour le développement des instances SCP-611. Les parasites pointus, semblables à des cure-dents, sortiront de sous la surface externe de la mâchoire jusqu'à ce qu'ils aient percé la peau du visage de l'hôte, permettant à la mouche SCP-611 nouvellement mature de sortir de son hôte. À maturité, les adultes SCP-611 conservent leurs ailes jusqu'à ce qu'ils trouvent un approvisionnement convenable de cure-dents pour se cacher. Une fois qu'ils ont quitté leur hôte, les cure-dents parasitaires flotteront librement dans l'air, cherchant d'autres membres de leur espèce avec lesquels s'accoupler. Il n'y a aucune différence discernable entre deux instances de SCP-611, suggérant que chaque individu de ces mouches-bottes n'est ni mâle ni femelle. Les chercheurs de la Fondation SCP ont consulté des experts en entomologie, et même ceux au sein des propres rangs de la Fondation qui se spécialisent en parasitologie anormale, et toutes les preuves corroborent, cela est largement considéré comme très inhabituel pour les membres d'une population d'insectes. Étant donné que l'espèce SCP-611 ne semble présenter aucun indicateur de sexe biologique, cela a conduit à des spéculations parmi le personnel de recherche que ces parasites pourraient ne pas être un phénomène naturel. Les demandes d'enquête additionnelles sur les origines de SCP-611 attendent toujours l'approbation du comité d'éthique et du Conseil 05, malgré l'insistance de certains employés de la Fondation. Il y a une préoccupation croissante que certaines personnes, groupes d'intérêt ou autres entités pourraient être responsables de l'ingénierie génétique des cure-dents parasitaires ou la création d'une sous-espèce de papillon par des moyens anormaux. Il semble improbable que ces parasites aient pu s'adapter et évoluer pour imiter parfaitement les cure-dents, surtout que les humains n'ont commencé à les utiliser que ces derniers siècles. Beaucoup à la Fondation considèrent qu'il est très suspect qu'une sous-espèce entière puisse se développer en si peu de temps, à moins qu'il n'y ait une implication directe d'une autre partie guidant l'évolution de SCP-611. Des tests supplémentaires avec SCP-611 sont requis pour déterminer si leur évolution est naturelle ou résulte d'une manipulation ou ingénierie délibérée. Cependant, cela n'a guère aidé à calmer les spéculations parmi le personnel de la Fondation. Les avis divergent grandement parmi le personnel. L'une d'elles stipule que SCP-611 pourrait être le résultat d'un croisement expérimental intentionnel entre des mouches à bottes, effectué par des membres du Collège des Cerfs, vu leur localisation sous-dimensionnelle et leur enseignement des sciences anormales. D'autres ont avancé que les cure-dents parasitaires ont été développés par Prometheus Labs, Inc., qui a une longue histoire de création d'anomalies sans la connaissance ou la supervision de la Fondation. Indépendamment de qui les a exactement créés, les instances matures de SCP-611 doivent réussir à trouver un partenaire pour que l'espèce survive. Il n'a cependant qu'un court laps de temps pour y parvenir, car la phase adulte principale de leur cycle de vie ne dure au maximum que 72 heures au total. Pendant ce temps, ils doivent chercher un autre de leur espèce, puis transporter des œufs à un endroit approprié pour se camoufler. Les chercheurs en entomologie anormale de la Fondation ont suggéré que leur cycle de vie rapide après avoir quitté leurs hôtes humains pourrait signifier qu'il y a une population plus grande d'instances de SCP-611 que ce que l'on pensait initialement. Cependant, l'emplacement où leur présence est supposée être plus concentrée a été expurgé des fichiers de la Fondation SCP. La Fondation SCP a rencontré pour la première fois les cure-dents parasitaires à une date non divulguée après l'année 2000. L'emplacement exact de la première rencontre avec les mouches botaniques anormales reste toujours classifié dans, bien qu'il ait été confirmé qu'elle a eu lieu quelque part au Nouveau-Mexique. Cependant, il est toujours largement débattu si c'est le point d'origine de SCP-611.
On sait qu'il existe d'autres espèces de mouches à bottes documentées au Nouveau-Mexique, en particulier celles qui pondent des œufs dans les lapins, mais la présence d'autres espèces de mouches à bottes qui utilisent des hôtes humains pour leurs larves n'est pas confirmée. Avant l'arrivée de la fondation, un dentiste local avait été contacté par des touristes. Ils venaient d'arriver au Nouveau-Mexique et se plaignaient tous de souffrir de douleurs dentaires sévères et de douleurs lancinantes intenses dans la mâchoire. On ignore toujours où ces touristes se trouvaient avant leur arrivée au Nouveau-Mexique. Cependant, étant donné qu'ils étaient tous infectés lorsqu'ils ont contacté le dentiste, il est logique de penser qu'ils ont été infectés soit à leur arrivée dans l'État, soit juste avant de s'y rendre. Découvrant que les touristes portaient des larves de parasites, le dentiste horrifié a rapidement contacté les centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Ils ont rapidement constaté que cette infestation dépassait de loin même leur expertise, incitant les agents SCP infiltrés au sein du centre pour le contrôle et la prévention des maladies à contacter la Fondation. La Fondation SCP est intervenue pour contrôler la situation, isoler les touristes et leur proposer un traitement. Les larves SCP-611 ont été retirées avant qu'elles ne puissent causer des dommages permanents ou des infections mortelles chez les hôtes. Grâce à des entretiens avec les touristes, les agents de la Fondation ont pu remonter l'origine de l'épidémie de cure-dents parasitaires à un restaurant local, qui avait sans le savoir hébergé des instances de SCP-611 pendant environ un mois. Le personnel du restaurant a été réuni, a reçu des amnésiques de classe A, et leurs clients ont été visités par la Fondation. Les hôtes des œufs ou larves de SCP-611 ont été soignés de la même façon, puis ont reçu des amnésiques pour oublier leur contact avec les parasites. Malgré le retrait de la plupart des larves avant leur maturité et leur sortie des hôtes, certaines avaient déjà causé des dégâts importants. Plusieurs décès ont été enregistrés dans la région, attribués à une infestation ultérieure de SCP-611 qui s'était produite. Depuis leur découverte, les instances de SCP-611 ont été contenues de manière sécurisée par la Fondation SCP. Conformément aux procédures de confinement spécial, toutes les instances de SCP-611 doivent être scellées dans leur enceinte en tout temps. Afin de maintenir les parasites en vie, les spécimens reçoivent un seul morceau de viande pourrissante par semaine, conformément à leurs besoins alimentaires. Selon les chercheurs de la Fondation, les cure-dents parasitaires se nourrissent de manière optimale avec de la langue de bœuf vieillie à température ambiante pendant environ 2 semaines. L'enclos est supervisé et entretenu par un seul technicien de la Fondation SCP, spécialisé dans les soins aux insectes. Durant les tâches dans l'enclos, les techniciens doivent porter en permanence une combinaison de protection biologique intégrale pour prévenir une infestation par SCP-611. Lors de l'entretien de routine, la température de l'enclos doit être abaissée à 10 degrés Celsius pour réduire l'activité des instances de SCP-11 à l'intérieur. Une fois l'entretien terminé, les combinaisons de protection biologique du technicien doivent être minutieusement stérilisées pour de bonnes raisons. Un échec enregistré à suivre les procédures de confinement de SCP-611 a eu lieu à une date non divulguée, appelée Incident 611. Le rapport d'incident de la Fondation indique que cela est arrivé quand une combinaison de protection biologique d'un technicien n'a pas été bien stérilisée après la maintenance de l'enclos SCP-611. Grâce à l'absence de stérilisation appropriée, 3 instances de SCP-611 ont pu échapper à la containment. Heureusement, 2 spécimens de SCP-611 qui s'étaient échappés ont été rapidement retrouvés, essayant apparemment de rejoindre les autres en tapant contre la vitre de la salle d'observation donnant sur l'enclos. Malheureusement, un des cure-dents parasitaires a atteint la salle de briques 13 sur place. Là, il a pu trouver un stock de cure-dents parmi lesquels se camoufler, puis a été ramassé et utilisé par un membre du personnel qui ne se doutait de rien peu de temps après. Cela a conduit à l'implantation de plusieurs œufs dans la bouche du membre du personnel, entraînant des larves qui se sont enfouies dans leur mâchoire et ont finalement éclaté sous leur peau. La nouvelle population d'instances de SCP-611 créée par cette infestation a entraîné un nombre réduit de décès et un taux encore plus élevé de traumatisme grave de la mâchoire. Plusieurs membres du personnel ont dû recevoir un traitement médical urgent pour des fractures faciales graves provoquées par la sortie soudaine de mouches SCP-611 matures. Ceux qui ont survécu à leurs blessures sont retournés travailler à la Fondation, certains pouvant encore utiliser leur mâchoire. Suite à l'incident 611, la Fondation a jugé prévalent de déplacer l'enclos SCP-611 à un niveau inférieur de l'installation où les spécimens étaient à garder. Cela les a placés plus loin de toutes les salles de repas et salles de pause, où ils pourraient potentiellement se cacher parmi les cure-dents, prêts à commencer une nouvelle infestation.
Comme mesure supplémentaire pour éviter toute exposition accidentelle future du SCP-611 au personnel, aucun produit alimentaire n'est autorisé au même niveau que le nouvel emplacement de l'enclos. Tout personnel suspectant une brèche de confinement ou une infection par SCP-611 doit se présenter à un examinateur dentaire de la Fondation pour un contrôle et un traitement antiparasitaire si nécessaire. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès maintenant. Jetez un œil à une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2484 les vers parasitaires de mayonnaise.